Commencer les airdrops en 2024, le guide ultime. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif ici, c'est très clairement de te donner toutes les clés en main, histoire que tu sois capable de chasser des airdrops une fois que tu as regardé la vidéo en entier. Et donc que tu ne passes pas à côté des gros airdrops du moment, comme par exemple le Base, Hyperlane, Scroll, etc. Et l'objectif, c'est vraiment donc que tu aies toutes les clés de compréhension pour pouvoir t'amuser à chasser. Et de préférence, d'avoir un bon retour sur ton investissement temps et argent. Ça va sans dire et c'est à peu près ce qu'on vise tous. Pour me présenter, moi c'est Mage et j'ai commencé à chasser les airdrops vers 2022 à la suite d'Optimisme que je n'ai pas eu. Donc le premier airdrop d'Optimisme, c'était simple, il fallait être sur la layer 2 Optimisme et faire quelques transactions à l'époque. Il y avait quelques critères un petit peu plus niche, un petit peu plus complexes, mais globalement c'était assez facile, c'était utiliser la layer 2 Optimisme plus Ethereum à cette époque-là. Je n'ai donc pas été éligible à celui-ci et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient éligibles à plein d'airdrops différents et je me suis dit il y a peut-être un game là derrière, il y a peut-être quelque chose à chasser. C'est comme ça que je me suis mis en quête des airdrops et c'est comme ça que j'ai commencé ma quête pour être éligible à Arbitrum et par la suite à plein d'autres airdrops. J'ai donc commencé les airdrops il y a environ 2 ans et ça doit faire à peu près 1 an et demi que je documente ça sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà partagé énormément de vidéos, énormément de sujets là-dessus. À ce jour, d'après mon petit dashboard, je compte que je suis éligible à plus de 21 airdrops. Pourquoi plus de 21? Tout simplement car certains ils sont assez petits et donc je les ai pas notés, mais pour ceux qui m'ont le plus marqué et que je suis remonté de tête, on va dire, eh bien il y en a 21 que j'avais en tête. Et si tu te poses la question, oui, c'est relativement confortable et c'est quand même vachement sympathique de faire grossir son portefeuille de cette façon. Dans cette vidéo qui est un petit peu la consécration ultime de mon travail, je vais essayer de te partager le plus de connaissances possible, histoire que toi aussi tu puisses chasser les airdrops et qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses faire les actions nécessaires afin d'être éligible au prochain gros airdrop. Juste avant de commencer, j'en profite pour faire ma petite pub, sache que j'ai une newsletter qui est gratuite, qui te fait le récap airdrop une fois par semaine tous les samedis. Donc si jamais ça t'intéresse d'être à jour à ce niveau-là, c'est directement le premier lien en description et tu peux t'abonner gratuitement. Ça c'est uniquement la partie actualité et si tu veux toute la partie stratégie, la partie là où je vais beaucoup plus loin que ce que je peux faire en vidéo et ce que je peux partager de façon publique, j'ai également la newsletter payante que tu peux accéder exactement avec le même lien. Et il suffit donc de cocher la case oui je veux m'abonner à la newsletter payante. C'est évidemment sans engagement et je te laisse regarder les petites reviews qu'on a eu ici à droite, à gauche suite à l'airdrop de ZK Sync. Les gens étaient quand même globalement satisfaits. Donc voilà, peut-être que maintenant c'est pas encore le bon moment, peut-être que tu vas t'en rendre compte un petit peu plus tard dans la vidéo, mais si t'as envie de suivre tout ça, c'est directement le premier lien dans la description. Voilà, c'est bon, j'ai fini de faire ma petite pub et on attaque. J'espère que tu t'es pris un petit truc à boire parce que la vidéo risque d'être assez longue par rapport à ce que je produis d'habitude. Première question qui peut paraître assez évidente et assez anecdotique, mais qui est quand même très importante de répondre, c'est de savoir c'est quoi les airdrops. La définition assez classique, assez basique, c'est de dire que ce sont des récompenses pour les utilisateurs qui testent des applications, donc des applications sur la crypto, avant que celle-ci ait un jeton. Je sais que ça peut paraître assez obscur, surtout si t'es pas du tout dans ce game-là. Alors j'ai un collègue qui s'appelle Token Jeton, oui je sais c'est bien dans le thème, qui lui a pour définition de dire que c'est un petit peu l'équivalent d'être dans les premiers utilisateurs de Facebook et d'être récompensé en action au moment du lancement en bourse du coup de l'IPO. C'est vrai que ça parle un petit peu plus pour les gens qui suivent un petit peu tout ce qui est startup, etc. Globalement, tu es dans les premiers utilisateurs, tu prends le risque, soit avec tes fonds, soit avec ton temps, le projet va décider en général de venir te récompenser via des jetons. Jetons qui représentent donc de l'utilité au niveau du projet, ou alors jetons qui représentent de la gouvernance sur celui-ci, et qui ont donc une certaine valeur car le jeton a tout simplement un cours. Un petit peu comme une action ou comme n'importe quelle autre crypto si tu n'es pas spécialement familier avec ce genre de choses. Ce cours-là, il est défini à l'instant T, donc au lancement du projet, par plusieurs facteurs. Déjà dans un premier temps, l'offre et la demande, également d'une certaine manière les investissements qui ont été réalisés dans ce projet, parce que oui, il y a également des venture capitalistes qui investissent dans ces projets qu'on va venir farmer, et également certaines décisions qui sont prises du côté des market makers, donc ceux qui gèrent la liquidité, que ce soit sur les plateformes décentralisées ou centralisées. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est énormément à la mode et c'est une stratégie qui est utilisée pour beaucoup de projets qui vont lancer un jeton. L'idée là derrière, c'est tout simplement qu'à la place de distribuer le jeton et de le vendre via une ICO, chose qui est très compliquée d'un point de vue légal à peu près partout dans le monde, et bien les airdrops ça a remplacé un petit peu ça et donc à la place d'avoir plein de petits investisseurs, en fait on a plein de personnes qui vont avoir des parts dans le projet Day One, car ceux-ci ont été investis dans ce projet, non pas directement en argent, mais très souvent en temps ou alors en utilisation du projet, ce qui implique généralement des frais et donc un investissement même s'il n'est pas direct dans celui-ci. C'est un petit peu l'équivalent de distribuer des parts dans une société aux premiers utilisateurs de cette société-là, ou plutôt de ce projet vu qu'on est dans la crypto et qu'on a plutôt tendance à parler de projet que de société. L'intérêt principal de chasser les airdrops, c'est tout simplement de générer des intérêts et également des événements, c'est-à-dire des
moments là où tu vas venir générer beaucoup d'argent d'un coup. Là où les VC, donc les venture capitalistes, vont investir sur ce genre de projet sur le long terme, eh bien nous on va faire la même chose, mais on va le faire de façon un petit peu plus opportuniste en se positionnant dessus et donc en les farmant pour espérer être éligible à ces fameux airdrops. Et on peut s'attendre à quoi d'un point de vue récompense pour un airdrop? Eh bien écoute, c'est quelque chose qui dépend fortement déjà du type de projet, de la distribution des jetons, de comment c'est réalisé, de ton investissement à toi, ce que tu investis dans le projet, etc. Sur des petits projets qui sont généralement gratuits, donc sous la forme de testnet, c'est-à-dire que ça ne te demande absolument rien, on va utiliser des cryptos de test, un petit peu comme dans un bac à sable, pour venir interagir avec le projet. On peut être sur des sommes qui sont entre dans les dizaines, les centaines de dollars. Pour des projets qui sont mainnet, donc des projets sur lesquels on va venir payer pour les utiliser, on peut être sur plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars. Deux exemples qu'on utilise assez souvent pour donner un ordre d'idée, il y avait par exemple Arbitrum, qui celui-ci avait une valorisation entre 1000 $ et 12 000 $ pour les personnes qui ont été éligibles à celui-ci. Ça, c'était un airdrop en mars 2023. Et pour citer un airdrop un petit peu plus récent et qui a fait également énormément de bruit, on peut citer Zcash qui avait un range entre 300 $ et 30 000 $. Il me semble que c'était dans les 300 $ pour l'allocation la plus faible, je ne l'ai plus vraiment en tête. Donc effectivement, ça peut être intéressant et lucratif, d'autant plus qu'on parle là d'allocation par wallet, et si tu as plusieurs wallets, eh bien tu peux évidemment venir le démultiplier. Maintenant, ce n'est clairement pas magique et ça demande évidemment des efforts. Le truc, et je pense que tu l'as compris, sachant qu'on est dans une industrie qui est particulièrement compétitive, c'est que la difficulté a augmenté avec le temps. Au début, on avait des airdrops qui étaient ultra simples, comme par exemple un Uniswap, là où il suffisait de faire une seule transaction sur Uniswap pour être éligible à un airdrop. C'était 400 jetons unis si tu te poses la question, et au moment du drop, ça devait faire dans les 800 $, et c'est monté largement au-dessus d'un 5 chiffres lors du bull run, là où le jeton a vraiment bien performé. Mais aujourd'hui, les choses sont quand même plus complexes, et juste faire une ou deux transactions sur un projet, bah ça ne suffit tout simplement plus. Et donc ça demande de plus en plus de compétences et de sophistication pour être éligible à de gros airdrops. Un exemple sur le dernier gros airdrop avec Zcash, ça demandait d'avoir des fonds pendant une certaine durée sur la blockchain et surtout avec une certaine moyenne. Ça demandait également un minimum d'activité sur la blockchain et d'utiliser différentes fonctionnalités qui étaient vraiment spécifiques à Zcash. Alors évidemment, dit comme ça paraît absolument évident, sauf que le truc c'est que les conditions, bah elles sont que révélées a posteriori, et donc en tant que chasseur d'airdrop, l'objectif c'est de cocher ces conditions sans les connaître au préalable. Tu vas voir comment on arrive à peu près à faire ça au cours de la vidéo, même si on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Pour le moment, je considère qu'il y a toujours un edge à chasser les airdrops, c'est-à-dire un avantage pour les gens qui le font versus les gens qui ne le font pas, et ce malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de concurrence et que ce soit de moins en moins facile d'avoir un avantage et donc d'être au-dessus de la compétition. Car les airdrops, c'est pas tant être le meilleur qu'être meilleur que les différentes personnes contre lesquelles tu te positionnes. C'est littéralement du joueur contre joueur, donc du PVP si tu es familier avec ça. Aujourd'hui, je suis encore convaincu que chasser les airdrops, c'est la meilleure façon pour passer ton wallet de 1000 à 10 000 $ ou encore de 10 000 à 100 000 $, et ça sans avoir recours à trop de chance. Et je vais te le dire, c'est largement moins risqué que les gens qui vont te parler de shitcoin, de memecoin ou encore de trading, là où tu vas remettre en jeu à chaque fois ton capital sur ce genre de choses. Évidemment, chacun prêche pour sa paroisse, on est d'accord là-dessus, mais bon, je vais te le dire, si tu as déjà essayé ce genre de choses, je pense que tu t'es rendu compte qu'on essaie de te vendre vraiment des choses qui sont irréalistes, et absolument non atteignable pour une personne lambda qui n'a pas spécialement de chance ou alors qui n'a pas d'informations d'insider. Tu l'auras compris, de mon côté, je ne fais donc pas de shitcoin, je ne fais pas de memecoin, je ne fais pas de trading, je considère que ce sont des activités dans lesquelles je ne peux pas avoir d'edge. À la place, je me positionne sur les airdrops, endroit dans lequel je considère qu'aujourd'hui, je peux effectivement avoir un avantage sur la concurrence. Alors je te parle de ça, mais évidemment, faut qu'on en revienne au titre. Pourquoi chasser les airdrops? La réponse classique, c'est de se dire, ah bah évidemment pour l'argent. Généralement, on fait pas ça parce qu'on s'ennuie un samedi après-midi et qu'on veut faire quelque chose, on veut s'amuser. Non, généralement on fait ça pour accumuler de l'argent sur son wallet ou pour se construire un portefeuille. Comme je te l'ai dit, à mon avis, c'est une des meilleures façons de se construire un wallet et on va voir à peu près pourquoi. Comme dit à l'instant, c'est largement moins risqué que de se positionner sur des shitcoins, du memecoin ou encore du trading. Voilà, c'est dit, si toi tu préfères ce genre de choses, tu peux quitter déjà dès maintenant la vidéo. Tu n'auras absolument rien à apprendre ici, je te laisse perdre tout ton argent sur ces choses-là et puis tu reviendras dans quelques mois, dans quelques années quand tu auras fait ta petite réalisation et que tu auras peut-être un petit peu plus de bouteilles dans ce domaine. Ensuite, les airdrops, c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter à ton capital. C'est-à-dire que si tu commences avec 0, eh bien tu peux venir commencer et t'intéresser à des airdrops qui ne vont pas demander de capitaux pour commencer. C'est tout bête, mais les airdrops qui sont disponibles en testnet, eh bien ça ne te demande pas d'argent pour te positionner. De la même façon que pas mal de petits jeux crypto. Alors oui, il faut pas s'attendre à recevoir des sommes colossales si tu joues ce genre d'airdrop, mais par contre pour se lancer quand tu n'as pas un bag, eh bien ça fonctionne très bien et c'est une des meilleures stratégies pour acquérir tes premières cryptos. Ensuite, les airdrops, ça s'adapte à ton wallet
wallet et aujourd'hui c'est quelque chose qui est joué non pas seulement par les gens qui ont des petits wallets, contrairement à ce qu'on pourrait croire assez facilement, mais c'est même joué par des personnes absolument monstrueuses comme un certain Justinson qui est positionné sur les différents LRT qui sont sur Eigenlayer. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo pour tout ce qui est sémantique, etc. Mais sache qu'il y a même des baleines qui sont positionnées sur les airdrops et qui commencent vraiment à le faire en masse. Évidemment, elles font pas ça parce que c'est marrant, hein, elles font ça parce que le profit, tu connais. Si aujourd'hui tu as juste déjà acheté quelques cryptos et que tu sais pas spécialement comment la blockchain ça fonctionne ou encore moins comment l'utiliser, ben les airdrops c'est très clairement la meilleure façon de découvrir tout ce qui est blockchain, de l'utiliser et encore plus que ça, de découvrir tous les usages à travers la DeFi par exemple ou les différents projets qui construisent dessus. Je sais que ça peut paraître assez aberrant pour quelqu'un qui a toutes ses positions sur un Binance, un Bybit, etc. Mais il y a vraiment tout un écosystème florissant on-chain et c'est quelque chose que tu dois expérimenter à mon avis pour passer au niveau supérieur dans la crypto et pas juste être bloqué sur les échanges centralisés. Un dernier bonus, c'est que quand tu chasses les airdrops, tu t'intéresses à tellement de sujets différents en même temps que ça va booster ta compréhension de l'écosystème crypto et que tu vas comprendre des choses que tu ne pensais même pas qu'elles existaient. Que ce soit le fonctionnement des levées de fonds, les tokenomics des projets ou encore toute une partie sécurité, vraiment il y a énormément de choses que tu ne connais probablement pas et que tu vas découvrir grâce aux airdrops. Maintenant que je t'ai vendu un petit peu du rêve par rapport aux airdrops, faut savoir qu'il n'y a pas que du rêve non plus, hein. Il y a évidemment des inconvénients, donc pourquoi ne pas chasser les airdrops? Déjà c'est particulièrement chronophage en fonction de ce que tu souhaites faire. Là où certains airdrops sont quasiment entièrement passifs, c'est-à-dire que tu vas venir déposer de la liquidité sur un projet, tu dors, tu reçois ton airdrop 6 mois plus tard, il y a beaucoup d'airdrops qui sont actifs et qui vont demander quand même pas mal de temps. Et même sans compter ces airdrops là qui vont te demander du temps, bien si tu n'es pas encore familier avec tout ce qui est finance décentralisée, bridger, se déplacer tes fonds, se positionner sur des projets, faire des LP, les échanges, etc. Bref, énormément de choses qui sont dans l'écosystème, eh bien il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même assez longue avant de maîtriser à peu près tout ça. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas jouer d'airdrop avant de connaître tout ça, mais pour tirer le plein parti de tout cet écosystème, eh bien évidemment qu'il faut savoir comment tout fonctionne là derrière. Ensuite, à l'inverse de plein d'autres domaines dans la crypto, là où les résultats de ce que tu fais sont quasiment instantanés ou alors tu les as dans les jours et les semaines qui viennent. Ensuite, il faut savoir que les airdrops c'est particulièrement frustrant car à l'inverse de quasiment tout ce qu'il y a dans la crypto, là où tu as des résultats de façon quasiment immédiate et tu sais si ce que tu as fait ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Disons que tu places un trade, tu vois si tu gagnes de l'argent ou si t'en perds, c'est instantané, il n'y a pas de suspense. Dans les airdrops, si tu commences aujourd'hui, il faut attendre un solide entre 6 et 12 mois avant d'avoir tes premiers résultats et avant donc de toucher ton premier airdrop. Déjà parce qu'il faut acquérir les bases et ensuite tout simplement car les airdrops ce sont des événements et ça arrive pas tous les jours. Ensuite, il y a également une petite partie de risque qu'il ne faut absolument pas négliger. À partir du moment là où tu déposes sur un protocole, sur une layer 2 ou sur n'importe quelle blockchain, eh bien il y a un petit facteur risque, que ce soit au niveau des smart contracts ou alors au niveau des risques d'infrastructure. Plus toutes les bêtises que tu peux faire toi par manque de connaissances. On arrive donc à la partie ça fait peur parce que tu vas devoir passer par un wallet, que ce soit MetaMask ou Rabi, et tu vas devoir gérer tes propres transactions. Pour jouer les airdrops, tu ne peux pas passer par un échange centralisé et placer tes ordres dessus. Même si les échanges essaient de se positionner sur cette narrative, c'est vraiment dérisoire ce que tu peux choper sur les échanges par rapport à ce que tu peux choper on-chain. Ensuite, bien que tu peux commencer les airdrops avec absolument zéro niveau capital, je ne te le recommande absolument pas et je vous recommanderais de commencer avec 500 à 1000 $ grand minimum. Tout simplement car ça te fera gagner tout le temps qu'il te faudra déjà pour acquérir ce petit capital de base et pour commencer à jouer des airdrops qui sont intéressants. Et finalement, il y a toute une partie incertitude là où ce qu'on fait quand on chasse les airdrops, eh bien, il n'y a absolument aucune garantie qu'on sera éligible à un airdrop et encore moins que cet airdrop là sera intéressant. Ça veut donc dire que tu peux largement être déçu d'un airdrop et avoir passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour au final vraiment pas grand chose. C'est une possibilité, il ne faut pas l'oublier. Cependant, on peut largement limiter ce souci en jouant pas mal d'airdrops différents et donc en diversifiant ses risques et ses récompenses. Une stratégie assez basique dont on te parle depuis des années dans tout ce qui est investissement classique, tu le reconnaîtras certainement. Ok, comment est-ce qu'on commence? Alors là, c'est deux slides là où je vais aller quand même assez vite parce que je considère que c'est des acquis, c'est vraiment des basiques. C'est comment acheter ses premières cryptos et également comment avoir un wallet crypto. Dans un premier temps, il faut évidemment que tu crées un compte sur un échange et donc que tu passes un KYC. Et oui, tu es obligé d'être majeur pour avoir accès à ces services. À partir de là, une fois que tu as ton compte, tu peux directement top up avec de l'argent réel, ce qu'on appelle communément des euros en France. Et à partir de là, tu pourras acheter tes premières crypto-monnaies et venir te les envoyer vers ton wallet. Parlons maintenant du wallet qui peuvent être installés de deux façons différentes, soit sur ton ordinateur en tant qu'extension, soit sur ton téléphone en tant qu'application. De mon côté, je fais absolument tout sur l'ordinateur et la majorité des applications sont pensées avec en tête l'ordinateur d'abord et ensuite le mobile. Donc je te recommanderais de tout faire sur ordinateur et si possible sur un ordinateur dédié uniquement à ça. Sinon, si ce n'est pas possible pour toi, tu peux le faire sur un ordinateur classique et donc qui n'est pas spécialement dédié à ça, mais en faisant attention à ce que tu télécharges notamment. Et si tu n'as pas d'ordinateur, car je sais que c'est de plus en plus le cas pour la génération avant moi, oui, j'ai 25 ans et a priori je suis un boomer d'après certains, eh bien tu
peux très bien faire ce genre de choses sur le téléphone, mais attention, je ne recommande pas de stocker de grandes quantités de fonds sur le téléphone, car c'est très souvent de cette façon-là que les gens se font hacker. En tout cas, des personnes qui se font voler leurs fonds, très souvent les retours que j'ai, c'est des personnes qui sont soit sur téléphone, soit qui n'utilisent pas de hardware wallet. Donc je t'encourage évidemment à utiliser un ordinateur dédié ainsi qu'un hardware wallet. Voilà, ça je détaille un petit peu plus dans la slide suivante. Aujourd'hui, pour interagir avec la crypto et plus particulièrement pour interagir avec la blockchain, il te faut ce qu'on appelle un wallet, qui est littéralement un portefeuille. C'est l'application qui va te permettre d'afficher tes cryptos ainsi que d'interagir avec la blockchain directement et donc de passer les fameuses transactions dont on n'arrête pas de parler. Aujourd'hui, il y en a vraiment deux qui se démarquent, c'est MetaMask et Rabby. Déjà, tu peux faire exactement la même chose avec les deux, tu seras pas bloqué parce que tu en as un ou l'autre. C'est surtout une question d'interface et également d'accessibilité. Si tu débarques aujourd'hui, que t'es pas spécialement à l'aise avec tout ce qui est on-chain et que tu as un petit peu peur, je te recommanderais de passer par Rabby, qui est plus simple d'utilisation et qui surtout en règle générale est plus visuel que MetaMask et plus simple à prendre en main. Et sinon, si tu es un vieux de la vieille et que tu as tes habitudes et que tu maîtrises les choses, que tu aimes aller plus en profondeur, je te recommande MetaMask. De mon côté, ça fait quasiment 5 ans que j'utilise MetaMask, donc tu t'en doutes, je suis pas prêt de switcher vers la nouvelle chose scintillante qui est Rabby. Également, d'un point de vue sécurité, on a tendance à préférer les applications qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas eu de failles majeures, mais MetaMask était là avant et donc a plus d'ancienneté et plus de crédibilité de ce côté-là. Même si aujourd'hui, il n'y a pas de risque particulier à utiliser Rabby. À savoir que évidemment, c'est pas les deux seuls wallets qui existent, il y en a plein d'autres, mais c'est les deux que je recommanderais. Et oui, si tu t'y connais un petit peu en crypto, tu as déjà compris que j'allais parler principalement de tout ce qui est EVM. Et si tu ne t'y connais pas, tu n'as probablement rien compris à cette phrase. Ça veut tout simplement dire qu'on va utiliser des blockchains qui sont des dérivés d'Ethereum et qu'on peut tout accéder soit avec MetaMask, soit avec Rabby. On ne parlera donc pas vraiment d'Aptos, de Solana, de Ton, etc. En tout cas, dans cette vidéo. Dernière étape avant de pouvoir commencer et attaquer dans le dur, c'est de sécuriser ton wallet, car c'est quand même ton wallet qui va détenir tes fonds et ce serait dommage que quelqu'un ait accès à ton wallet, ce qui voudrait dire qu'il pourrait siphonner tout l'argent que tu as déposé dessus. En général, c'est quand même un scénario qu'on cherche à éviter le plus possible, donc je vais te passer les quelques tips de sécurité qui sont absolument indispensables. Déjà, quand tu vas créer ton wallet, ta seed phrase, tu ne dois absolument pas la sauvegarder sur ton ordinateur ou sur le cloud, et non, en prendre une photo avec ton téléphone, c'est pas non plus une très bonne idée. Ce qu'il faut faire, c'est la écrire sur un bout de papier et la garder très précieusement. La seule copie que tu dois avoir, c'est donc évidemment la version papier, et tu peux en faire plusieurs copies, mais évidemment toujours à la main et au papier. Notamment si tu veux la garder à différents endroits, ou alors si tu veux la splitter en plusieurs parties. Comme dit tout à l'heure, de préférence utiliser un ordinateur qui est dédié uniquement à tes activités crypto. On ne sait jamais d'où peut venir le danger. Pour te dire, sur l'OCT, donc sur Crypto Twitter, cette année, il y a quelqu'un qui a perdu une somme à 6 chiffres, juste parce qu'il a téléchargé un pack de thé sur Minecraft avec son ordinateur sur lequel il fait de la DeFi. Donc lui, à partir d'une certaine somme, c'est très clairement une bonne idée d'avoir un ordinateur dédié et de ne t'en servir que pour faire de la crypto. Si ce n'est pas possible pour toi, il faut faire très attention à ce que tu télécharges et ce que tu utilises sur ton ordinateur. Pour aller plus loin, à partir du moment là où tu as une somme que tu ne serais pas ok de perdre, c'est le moment de passer à un hardware wallet, que ce soit un Trésor, un Ledger ou n'importe quelle autre marque de hardware wallet. Si je sais pas, t'as 500 balles de crypto et que perdre 500 balles ça te ferait particulièrement mal, eh bien c'est le moment d'acheter un hardware wallet. Pour certaines personnes, la somme est plus importante, pour d'autres la somme est plus faible. Peu importe, vraiment à partir du moment là où ça te ferait mal de perdre cette somme là, c'est le moment là où tu dois acheter un hardware wallet et passer toutes tes cryptos dessus. C'est d'ailleurs même largement mieux si tu fais tout ça directement au départ. Ensuite, pour sécuriser ton wallet un petit peu plus et surtout de ta propre bêtise, c'est bien d'installer Pocket Universe sur ton MetaMask. Pocket Universe, c'est une extension qui va faire en sorte que tu peux voir en clair les transactions que tu vas passer. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lire, j'envoie telle somme et je reçois telle somme en échange quand je fais un swap. Tu peux donc vérifier que c'est cohérent et c'est pas écrit de façon cryptique là où on te dit juste tu envoies cette somme et t'as aucune idée de ce qui se passe derrière. Je te mettrai donc le lien en description si j'y pense et sinon tu me fais un commentaire et je mettrai suite à ça. Sinon c'est intégré directement sur Rabby. Et dernière chose et certainement l'une des plus importantes, c'est de ne jamais donner ta seed phrase à quelqu'un. Voilà, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Quelqu'un qui a accès à ta seed phrase a accès à tous les fonds qui sont disponibles sur ton wallet et tous les autres wallets que tu auras générés avec la même seed phrase. Je sais, c'est la partie sécurité, c'est toujours relou, mais c'est encore plus relou de perdre une somme à 5 chiffres parce que t'as pas coché une de ces cases là. Alors s'il te plaît, avant d'aller plus loin, assure-toi que ta sécurité est ok. Voilà, maintenant qu'on a fait cette première partie sur le setup, on peut passer à la suite, on peut enfin passer à l'action et tu vas découvrir comment chasser les airdrops. Dans un premier temps, c'est bien de connaître les bases et donc d'avoir un certain socle minimum afin d'interagir avec la DeFi. On va donc voir les outils de base du chasseur d'airdrop. Le premier, c'est tout ce qui est échange décentralisé. Tu vas en croiser à la pelle, il y en a vraiment une quantité folle. Que ce soit Uniswap, PancakeSwap, SyncSwap, etc. En général, ils se terminent tous par swap. Et ce sont ces applications-là qui vont te permettre de passer d'une crypto-monnaie à une autre. Bien que ça a l'air super basique de pouvoir passer d'une crypto à une autre en cliquant sur un bouton, il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte, que ce soit la liquidité, le slippage, etc. Et je te recommande chaudement de lire la documentation détaillée d'Uniswap pour comprendre exactement comment tout ça fonctionne. Car oui, pour chasser les airdrops, on déposera
également de la liquidité sur des échanges décentralisés. Ensuite, comme tu l'as peut-être compris, on va pas juste se cantonner à une seule blockchain, mais on sera actif sur plein de blockchains différentes, ce qui veut dire qu'il faut savoir ajouter différentes blockchains sur ton wallet, et plus que ça, qu'il faut savoir déplacer tes fonds d'une blockchain à une autre. En termes un petit peu techniques et surtout qu'on utilise tout le temps, ça veut dire savoir bridger. Il y a plein d'applications qui permettent de le faire, notamment une application qui s'appelle Jumper, qui relie quasiment toutes les blockchains entre elles, et qui est ce qu'on appelle un agrégateur. C'est-à-dire que Jumper va analyser une grande quantité de routes possibles et va te dire, tiens, si tu passais par là, c'est vraiment le truc le plus optimisé, c'est ce que je te recommande. Et c'est donc ce qu'il va te proposer de faire passer comme transaction. Ensuite, on aura évidemment tout ce qui est lending borrowing type AV, c'est-à-dire faire un prêt et un emprunt en crypto. Alors je sais, ça peut surprendre parce que premier abord, déposer 1000 $ de crypto et en emprunter 600 dans une autre crypto, ça paraît débile et pas intéressant du tout. Mais en réalité, ça débloque une quantité folle de stratégies que tu n'imagines même pas. Donc encore une fois, avoir les bases, connaître le fonctionnement du lending borrowing et savoir s'en servir. Ensuite, dans le kit de base, j'appelle un certain Debank, qui est une application qui est très pratique car elle te permet de savoir exactement ce que tu as sur ton wallet et sur quel réseau et sur quelle application décentralisée. Sachant que si tu as des fonds sur Index ou alors que tu as des fonds en lending borrowing, tu ne les verras pas sur ton wallet. C'est particulièrement pratique, notamment si tu es sur plusieurs blockchains différentes. Debank aujourd'hui, c'est vraiment juste un incontournable. Et en dernière application, encore une fois, uniquement si tu es sur MetaMask, c'est d'installer Pocket Universe. Comme dit, c'est très pratique, ça te permet de voir le résultat de tes transactions avant même que tu les valides, ce qui peut éviter de nombreuses fausses manipulations. Et ce, que ce soit parce que tu ne maîtrises pas ce que tu fais, ou alors tout simplement car tu es trop fatigué pour te rendre compte que tu es en train de faire une bêtise. C'est très important d'avoir au choix soit Pocket Universe, soit Trabi. Ok, maintenant que tu sais où aller chercher les bases, il faut qu'on se pose la question de ce que tu vas chasser. Si je devais séparer les airdrops en deux grands types, ce serait gratuit versus payant. Et là évidemment, ça va dépendre de toi qui regarde cette vidéo. Je ne sais pas où tu es dans ta vie et donc c'est à toi de faire cette fameuse décision. Je pense que tu es capable de la faire tout seul. En général, les airdrops gratuits, c'est parfait si tu débutes et que tu as beaucoup de temps, mais pas spécialement beaucoup d'argent, ou alors que tu ne souhaites pas prendre de risques. Par exemple, tu penses ne pas du tout maîtriser la crypto et tu préfères faire un premier airdrop ou plusieurs premiers airdrops qui sont totalement gratuits pour ne prendre absolument aucun risque. C'est quelque chose que tu peux faire. C'est notamment très bien quand tu n'as pas les bases et que tu essayes de les choper, de faire ça sur testnet, histoire d'être dans un environnement là où tu n'as absolument rien à perdre. Par contre, il faut savoir que généralement les airdrops gratuits, par définition, ils sont beaucoup plus accessibles et quasiment tout le monde peut y participer. Il n'y a donc pas spécialement de barrière à l'entrée, ce qui fait que généralement il y a beaucoup de monde qui participe, beaucoup de monde qui sont éligibles, et très souvent ces airdrops là ne rapportent pas grand chose. Encore une fois, c'est absolument subjectif. Pour quelqu'un 10 000 $ c'est pas grand chose, pour quelqu'un 10 $ c'est pas grand chose. Mais sache que ce qui est airdrop gratuit, c'est très rare de dépasser les quelques centaines de dollars. Maintenant, les airdrops payants, c'est dans le nom, ce sont des airdrops qui sont sur des projets généralement un petit peu plus avancés et qui sont déjà disponibles sur mainnet, c'est-à-dire que tu vas payer des frais de transaction quand tu veux soit te positionner dessus, soit te faire des transactions sur le réseau, et dans d'autres cas, ça va te demander de déposer de la liquidité sur certains projets, ce qui fait en sorte que si tu n'as pas cette liquidité de disponible, eh bien tu ne peux tout simplement pas te positionner correctement. D'où le concept que ce sont des airdrops payants et donc il y a moins de monde qui vont participer à ceux-ci. Et à savoir que même dans la catégorie des airdrops payants, il y a un petit peu une sorte de hiérarchie, certains airdrops sur lesquels tu vas pouvoir te positionner avec quelques centaines de dollars, à l'inverse d'autres là où c'est plus intéressant de commencer à rentrer quand tu as un 4 ou 5 chiffres à poser. Et ce que j'apprécie particulièrement avec les airdrops, c'est vraiment que ça s'adapte à ton wallet. En tout cas, tu peux choisir les airdrops auxquels tu participes et c'est bien de choisir des airdrops qui sont adaptés à ton wallet. Comment est-ce qu'on les trouve ces fameux airdrops et comment est-ce qu'on diminue le taux de chance d'être déçu? Spoiler, dans la carrière d'un chasseur d'airdrop, ça arrive très souvent d'être déçu, que ce soit parce qu'un projet n'airdrop pas assez vite ou n'airdrop pas à tout court, ou alors airdrop une somme trop faible. La déception, c'est une émotion que tu vas côtoyer de très près. Alors ne t'attache pas trop à tes positions, comme dans la crypto en règle générale, et n'oublie pas que parfois le voyage est plus important que la destination. Maintenant concrètement, comment on trouve les airdrops? La façon la plus simple de tomber dessus, c'est juste de te balader sur Twitter et de chercher des influenceurs qui parlent d'airdrop. Ça c'est évidemment la version quand tu débutes, donc au tout début, c'est tout simplement tu vas regarder ce que les gens partagent, ce que les gens suivent, et sachant que t'as pas encore beaucoup de bouteilles, je peux pas déjà te dire exactement qu'est-ce qu'il faut pas suivre, qu'est-ce qu'il faut suivre, etc. Je pense que c'est un truc pour lequel on développe chacun nos propres affinités, et donc je veux pas trop t'influencer là-dessus pour le moment. Tu te rendras très vite compte que certains airdrops ne valent absolument pas le coup et sont totalement des pertes de temps, et tu te rendras également compte que certains airdrops sont vachement intéressants quand on commence à regarder les métriques. Première étape, c'est donc déjà juste d'être un petit peu familier avec tous les airdrops à droite à gauche qui existent, d'avoir grossièrement une liste dans laquelle tu peux te positionner et surtout dans laquelle tu peux piocher pour te dire ok, j'ai envie de jouer un airdrop, je veux jouer tel type d'airdrop qui est gratuit ou qui est payant, voilà ma liste.
qu'est-ce qui coche cette case-là. Tu tomberas très vite sur des comptes qui sont plus ou moins spécialisés sur le sujet et tu verras assez vite si les gens sont compétents ou ne le sont pas. Parce que oui, c'est tout un art de chasser les airdrops et c'est peut-être pas aussi simple que ce que tu pourrais penser initialement. D'où cette deuxième phrase, c'est de ne pas prendre pour argent comptant absolument tout ce que l'on te dit. C'est pas rare de voir des squads sur Twitter qui te disent que tu vas investir 10 minutes de ton temps, 5 $, et qu'en récompense tu vas choper 5000 $. Je suis désolé, mais malheureusement si c'était possible, eh bien la vie serait absolument magique et on serait tous dans le monde des bisounours aujourd'hui. Les airdrops, bien qu'on puisse lire que c'est de l'argent en double guillemets magique, ça demande quand même des efforts et un minimum d'efforts qui parfois peut être assez important. Prends quand même ton esprit critique quand tu te balades sur Twitter à la recherche de nouveaux projets, ça t'aidera beaucoup. Ensuite, autre alternative, c'est d'aller sur des sites qui référencent les airdrops ou alors les projets sans token, qui sont typiquement les projets qui ont beaucoup de chances de faire des airdrops, car généralement les projets essayent de lancer un token pour rentabiliser et surtout pour satisfaire les investisseurs. Pour ça, il y a un site qui s'appelle DeFi Lama que tu connais certainement si tu es déjà un minimum dans la DeFi, et ils ont toute une section airdrop ou projet sans token. Voilà, tu cliques là-dessus et tu potasses, tu regardes les différents projets, s'il y a quelque chose qui te botte ou pas. Et en quatrième tip, c'est de chercher les projets par toi-même en fonction des différentes levées de fonds qu'ils ont pu réaliser. Ça, c'est next level et c'est là que tu pourras choper les airdrops les plus intéressants. Je t'explique comment faire ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans un premier temps, on va plutôt commencer par parler des airdrops qui sont gratuits. Très souvent, ce sont des projets qui sont en phase de test et donc qui ne sont pas disponibles sur mainnet mais plutôt sur testnet. Pour toi qui n'es peut-être pas au courant, ce sont des blockchains sur lesquelles les cryptos que tu possèdes n'ont absolument aucune valeur. C'est un petit peu comme si tu jouais à Minecraft en mode créatif, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a rien qui coûte de l'argent. Pour interagir avec ces projets et donc être éligible à ceux-ci, ça ne te coûte pas d'argent mais ça te coûte du temps. Sachant que les expériences en général sous la forme de testnet sont plutôt désagréables à faire, j'ai envie de dire. Il y a énormément de monde et que les infrastructures en général ne sont pas faites pour cet afflux massif de personnes. Ce qui veut dire que parfois les transactions ne passent tout simplement pas, que les faucets ne fonctionnent généralement pas et que en général tout ce qui devrait normalement bien se passer sur mainnet car il n'y a pas un afflux massif d'utilisateurs, eh bien ne passe en général pas si facilement que ça sous la forme de testnet. Sauf si tu commences vraiment de zéro et que tu ne peux absolument pas injecter de l'argent en crypto, je ne recommanderais pas spécialement les testnets. Ou alors peut-être à quelqu'un qui a un salaire largement inférieur à celui du français moyen. Mais sinon je trouve que c'est 20 fois plus intéressant de débarquer directement avec 500 000 $ dans la crypto pour pouvoir déjà commencer à faire des choses intéressantes. Ou alors dans un premier temps passer par ce genre d'airdrop, pas spécialement pour les gains mais plutôt pour les connaissances que tu peux acquérir, car c'est vrai que c'est assez formateur. Un autre type d'airdrop qui sont généralement gratuits, ce sont les jeux crypto qui recherchent des utilisateurs. Je pense par exemple à The Backwood en ce moment, qui est du coup un petit jeu crypto. Donc je ne m'attends absolument pas à avoir un airdrop monstrueux, c'est un petit truc fun, ça demande pas trop de temps que ça, et pourquoi pas ça peut générer tes premières cryptos lors d'un airdrop. Comme dit, c'est donc parfait pour vraiment commencer, pour vraiment débuter, et surtout si tu as moins de 500 000 $ à allouer à la chose. Sinon je pense que c'est largement plus pertinent de commencer avec cette somme et de directement jouer les airdrops payants, ou alors de passer par les airdrops gratuits pour te faire un petit peu la main sur l'utilisation de la blockchain. La particularité de ces airdrops là, c'est que très souvent ils sont particulièrement chronophages, mais l'avantage c'est qu'ils ne demandent pas d'investissement en argent. Tu risques donc ton temps pour être potentiellement éligible à des airdrops. Encore une fois, ça va dépendre de là où tu es dans ta vie. Si tu as beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, c'est ce genre de choses qu'il faudrait peut-être privilégier. A l'inverse, si tu as beaucoup d'argent et peu de temps, c'est très clairement pas vers ce genre de choses que tu vas te diriger. De mon côté, c'est pas spécialement le genre d'airdrop qui m'intéresse, mais je le mentionne quand même ici parce qu'il y a certaines personnes qui vont débuter avec cette vidéo et donc que ça pourrait intéresser. Si tu souhaites démarrer par ça, je te mettrai en description un lien avec différents airdrops qui correspondent effectivement à ces critères-là. À partir de maintenant, tous les airdrops que je vais mentionner sont des airdrops qui sont payants. Alors évidemment, il y a une certaine hiérarchie, il y en a certains qui vont demander un investissement plus important que d'autres. On verra tout ça dans les slides qui arrivent avec différents exemples. Ici, pour te donner un premier exemple, je pense que c'est assez pertinent de parler d'airdrops qui ressemblent à des one-shots, c'est-à-dire des gros airdrops qui sont réalisés une fois et qui régalent les utilisateurs éligibles. Ici, à l'inverse des airdrops à points, il n'y a absolument aucune indication que tel ou tel projet va faire un airdrop. Cependant, on peut quand même se douter de la chose, je veux dire un Arbitrum, un ZK Sync. Pour la plupart, on avait quand même une bonne idée qu'un jour ce seraient des projets qui auraient un jeton et qu'ils allaient réaliser un airdrop. Même s'il y a toujours une certaine part d'incertitude là derrière, eh bien force est de constater que le futur se prédit quand même assez facilement concernant les airdrops. Maintenant, ce qui est plus difficile à connaître, ce sont les critères exacts qui sont utilisés par les différents projets. Là où effectivement, ceux-ci peuvent décider de choisir exactement ce qu'ils veulent. Généralement, ce qui est pris en compte sur des airdrops de ce type-là, c'est l'activité sur la blockchain. Plus précisément, tout ce qui est activité économique. Pour te donner un ordre d'idée, ici j'ai remis les différents critères qui ont été utilisés pour Arbitrum. Dans un premier temps, on avait un premier critère, c'était tout simplement d'avoir utilisé Arbitrum et donc d'avoir déplacé des fonds dessus. Ensuite, d'avoir un certain nombre de mois uniques d'utilisation, c'est-à-dire d'avoir utilisé pendant par exemple 9 mois différents la blockchain, avec ici différents tiers, du coup 2, 6 et 9. Ensuite, on a le nombre de transactions avec différents paliers, 4, 10, 25 et 100. Faut dire que les critères d'Arbitrum étaient quand même super simples par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Finalement, on avait généré du volume sur la blockchain pour 10 000, 50 000 et
250 000 $. C'est la somme de tous les fonds que tu as déplacés lorsque tu as fait des transactions, par exemple des swaps, du lending borrowing, etc. Et ensuite, c'est la somme des fonds bridgés vers la blockchain, donc ici avec 10 000, 50 000 et 250 000 sous la forme de paliers. Alors je sais que ce sont des chiffres qui peuvent faire peur, mais si tu cochais déjà juste les 9 mois uniques, les 100 transactions et juste le premier palier ici, tu avais déjà un airdrop qui était déjà très intéressant. Le reste, c'était plus du bonus. Ce type d'airdrop là, aujourd'hui, il a un petit peu tendance à disparaître au profit des airdrops à points. C'est un sujet dont on va parler dans les prochaines slides, mais avant ça, on va quand même regarder directement si on n'a pas différents airdrops qu'on peut jouer et qui fonctionnent un petit peu comme un Arbitrum par exemple. Pour le coup, il y a vraiment pas mal d'airdrops qui pourraient être assez similaires à ça et donc je me suis amusé à les répertorier ici. Évidemment, ça reste de la spéculation et on n'a absolument aucune garantie que ces airdrops vont jouer et vont être aussi intéressants qu'un Arbitrum ou qu'un Zcash. Mais de mon côté, ce sont globalement des airdrops sur lesquels je me positionne. En premier exemple, on va avoir Hyperlane qui est une technologie qui permet d'envoyer des messages d'une blockchain à une autre. Ça peut être des fonds, des NFT ou encore par exemple tout type d'informations. Si on devait le comparer, c'est un projet un petit peu comme Layer 0 ou encore Wormhole. Ici, il y a vraiment très peu d'applications qui fonctionnent avec. Sachant que c'est un projet qui a levé pas mal de fonds et qui est quand même relativement niche, l'intérêt c'est donc de faire des transactions et donc de venir l'utiliser pour déplacer tes fonds d'une blockchain à une autre en générant du volume avec de l'activité dans le temps. Encore une fois, ici on ne connaît pas les critères exacts à l'avance, tout ce qu'on peut faire c'est utiliser le projet du mieux qu'on peut. Exactement dans le même genre, on a l'airdrop numéro 2 de Wormhole qui pourrait avoir lieu. Là on sait qu'on a déjà eu un airdrop numéro 1 de Wormhole, ce n'est pas exclu qu'on en ait un deuxième, sachant qu'on sait qu'il y a un pourcentage de la supply qui est dédié à ça. Ici au niveau des critères, on a également la même chose, c'est tout simplement venir faire des bridges, du volume et de l'activité dans le temps, plus venir déléguer des jetons Wormhole qui peut-être pourraient être utiles pour l'airdrop numéro 2. Pour l'airdrop numéro 1, je sais que ça avait beaucoup joué de faire des transactions entre Solana et tout ce qui était EVM, donc je pense que ce sera pareil pour le deuxième et c'est vraiment les actions à prioriser. Sinon, si ce n'est pas possible pour toi, car tu n'utilises pas du tout Solana par exemple, eh bien tu peux également t'amuser à faire différentes transactions entre les Layer 2 via Portal et à bridger de l'Ether. Ensuite, on peut également parler d'un certain Starknet numéro 2 que je jouerai à peu près exactement comme le premier, c'est-à-dire avec les points d'activité classiques, plus maintenant, sachant que le jeton est déjà sorti, avoir une certaine quantité de jetons Stark qui sont délégués, donc pour participer à la gouvernance, ainsi qu'un certain TWAB. Le TWAB de son nom complet qui veut dire Time Weight Average Balance, ou tout simplement la moyenne des fonds que tu as sur la blockchain entre deux points dans le temps. Ça veut simplement dire ne pas aller sur la blockchain, faire quelques transactions et se barrer directement après avec tous ces fonds, mais plutôt garder des fonds actifs dans la DeFi. C'est un critère qui a déjà été utilisé dans le passé, mais surtout qui a été utilisé très récemment avec Zcash, et vu les sommes qui ont été mises en jeu pour l'airdrop de Zcash, je serais pas étonné que ce soit réutilisé dans le futur. Ensuite, on peut parler de l'airdrop de Monad qui rentre clairement dans la catégorie des airdrops gratuits, en tout cas pour le moment. Sur celui-ci, on spécule sur le fait que d'avoir certains rôles sur le Discord pourrait jouer pour l'airdrop, et donc que ce serait intéressant de le choper via tout simplement l'activité sur leur Discord. Alors dit comme ça, je sais que ça a l'air ultra simple, on va sur le Discord, on fait quelques messages. Non, en réalité, c'est particulièrement complexe et j'ai une vidéo entière qui est dédiée à ce sujet. Puis sur une autre blockchain et surtout un autre écosystème, on pourrait parler d'un Aptos numéro 2 qui pourrait régaler un petit peu à la manière d'un Sei numéro 2. Ici, ce serait donc le classique activité, on va pas tous les refaire, évidemment. Il peut savoir des jetons Aptos stackés, peut-être des LST, c'est-à-dire des versions liquides de l'Aptos stacké, un TWAB et peut-être certains NFT. Ensuite, on arrive sur trois airdrops qui sont en rapport et ces airdrops là vont mentionner la Superchain d'Optimism, qui est un ensemble de blockchains qui voguent sous le même drapeau et qui ont décidé de faire allégeance à Optimism en leur redistribuant une partie des frais générés par celle-ci. Dora ici, c'est la blockchain qui est vraiment concentrée au niveau des NFT. Elle est donc utilisée pour créer des NFT et pour en minter. De mon côté, je suis quasiment sûr qu'un jour elle fera un airdrop et en plus, si tu te positionnes sur Zora, tu te positionnes sur l'airdrop d'Optimism 5. Celui-ci, on a des informations et on les a trouvées directement dans la gouvernance d'Optimism, c'est-à-dire le site sur lequel ils font des propositions sur comment gérer leurs fonds, etc. On sait qu'il aura lieu avant décembre 2024 et on sait que les critères, ce sera notamment l'activité sur la Superchain. Après, pour les critères exacts, évidemment, aujourd'hui, on ne les a pas encore. Il faudra patienter le jour de l'airdrop pour le savoir. Et sinon, en dernier sur cette page, on va avoir l'airdrop le plus controversé de tous les temps. Il s'agit de Base. Là où ici on a très clairement deux camps, on a les personnes qui sont sûres qu'il y aura un airdrop pour Base et on a les personnes qui sont sûres qu'il n'y aura pas d'airdrop pour Base. Franchement, je trouve que les deux versions des faits sont plutôt cohérentes, mais de mon côté je me dis que c'est un risque que je suis prêt à prendre et je suis totalement positionné sur Base. D'autant plus qu'être positionné sur Base, c'est également être positionné sur l'airdrop d'Optimism numéro 5. Ici aussi c'est des critères assez classiques, plus des quêtes un petit peu spécifiques qui sont disponibles, notamment avec le On-Chain Summer, plus aussi si on veut aller un petit peu plus loin, les différents rôles qu'on peut choper sur le Discord avec
avec l'activité en tant que développeur. Cette liste-là d'airdrop, elle est clairement pas complète, il y en a évidemment plein d'autres qu'on pourrait citer, mais pour le coup ici je ne peux donc pas tous les citer. Si tu veux être un petit peu plus à jour, tu peux t'abonner directement à la newsletter en description et je te fais le récap une fois par semaine. Comme dit tout à l'heure, on va maintenant aborder un autre type d'airdrop, un type d'airdrop qu'on voit de plus en plus en ce moment, il s'agit de la chasse au point, autrement dit le yield farming déguisé. C'est-à-dire que tu vas poser des fonds sur un projet dans l'objectif de générer des points, ces points-là serviront pour un airdrop et tu ne sais pas à quoi ils vont correspondre avant de recevoir l'airdrop. Ça veut dire que dans certains cas tu auras pu farmer à un taux d'intérêt très avantageux alors que dans d'autres absolument pas et tu auras perdu beaucoup de temps. C'est un style d'airdrop qui est de plus en plus populaire du côté des projets et de moins en moins du côté des utilisateurs, tout simplement car c'est vraiment les projets qui ont la main mise là-dessus et qui choisissent vraiment ce qu'ils veulent faire. Sachant que ces points ne sont pas sur la blockchain, et bien un projet demain peut choisir de multiplier la supply par je ne sais pas combien. De la même façon qu'il peut décider qu'il est un minimum qui soit très élevé pour être éligible à quoi que ce soit. Généralement sur ces airdrops là, pour générer des points, c'est en fonction de ta liquidité et de la liquidité des gens que tu vas venir référer sur le projet. Ce modèle là va donc généralement plutôt avantager les gros wallets. Et ce tout simplement car les distributions sont généralement linéaires ou semi-linéaires, avec un certain nombre de points est égal à un certain nombre de jetons pour chaque projet. Ce qui, pour simplifier, veut dire que plus tu parques d'argent sur un projet, plus tu vas générer de points, plus tu vas générer de jetons dans le futur, au moment où l'airdrop sera disponible. Là où en soit la logique est pas du tout débile et se tient même, le souci là derrière ce sont les inégalités dans les fonds déposés, là où tu peux avoir des multiples absolument délirants entre le mec qui rentre juste dessus avec ses petits 500 000 $ et la baleine qui vient poser plus de 10 000 Ethereum d'un coup, ce qui vient en conséquence largement diluer les plus petits wallets. Généralement quand tu te positionnes sur ce type d'airdrop, c'est dans l'objectif de générer des intérêts supplémentaires sur ton Ethereum ou alors sur tes stablecoins. Et ça effectivement il faut bien l'intégrer car sinon tu risques d'être déçu que des airdrops à points ne fassent pas des airdrops type des airdrops one shot, qui eux ont plutôt tendance à favoriser les petits moyens wallets par rapport aux airdrops à points qui eux favorisent plutôt les gros wallets. Encore une fois c'est une tendance, ce n'est absolument pas une généralité, même si on commence quand même à connaître l'histoire. Les airdrops là s'apparentent donc à du yield farming déguisé. Pour citer des exemples assez récents, on a par exemple les Layer 2 avec Mod Network ou encore les LRT avec Etherfi, Stone et Renzo. Le concept est globalement de générer un APR que tu ne connais pas à l'avance et donc tu prends un certain pari en te positionnant sur certains projets plutôt que sur d'autres. Comme dit, ça a tendance à favoriser largement les gros dépôts car un APR effectivement c'est intéressant si tu as un gros wallet, mais si tu as un petit wallet tu risques d'être globalement déçu. Ça veut dire que si tu poses 100 $ pendant un an tu vas récupérer 30 $, ce qui risque d'être plutôt décevant, surtout si tu penses jouer des airdrops en one shot alors que pas du tout. A l'inverse, si tu déposes 10 000 $ tu vas récupérer 3 000 $ en un an, ce qui est d'un coup beaucoup plus intéressant. On arrive donc aux exemples de ces airdrops là et ici je vais pas trop m'attarder, je pense que tu les connais déjà. Sinon encore une fois pour chacun de ces exemples là en général il y a une vidéo équivalente sur ma chaîne et t'as juste à chercher Cryptomage nom de l'airdrop et tu tomberas dessus plus les stratégies que j'utilise pour cet airdrop là. En exemple on va donc avoir un certain Eigenlayer avec une saison 2. À l'inverse de la saison 1, ici on n'est pas sûr qu'il y aura revalorisation et au vu de la liquidité qui est posée sur Eigenlayer, je pense que ça sera plutôt du côté ce n'est pas très intéressant pour les petits wallets. Ensuite on a également Mitosis, même si en général on ne joue pas juste Mitosis mais on joue plutôt toute une composante avec Mitosis. On a du Scroll qui fait aussi souvent parler de lui et qui commence à avoir une sacrée réputation de farmer. Symbiotic qui est un concurrent d'Eigenlayer. Fuel qui est une Layer 2 et qui recommence à être un petit peu hypé. Karak qui est également un concurrent d'Eigenlayer 2. Et finalement Parcel qui est une application qui permet de miser sur de l'immobilier. Encore une fois ici il y en a vraiment plein d'autres, j'ai juste cité ceux qui me venaient en tête au moment là où j'ai rédigé la slide. Ensuite on a également un autre critère qui commence à devenir de plus en plus récurrent, il s'agit des airdrops aux holders de NFT. Là où pendant longtemps avoir un NFT c'était juste de faire partie d'une certaine communauté. Aujourd'hui de plus en plus sur des gros airdrops on voit un pourcentage qui est alloué à la communauté ou plutôt à la culture, ce qui fait référence à différentes communautés NFT et donc aux holders de ces NFT là. C'est quelque chose qui est bien plus risqué que de jouer des airdrops en détenant de l'Ether, des stablecoins ou alors en générant de l'activité, tout simplement car ici les NFT qui sont concernés en général ce sont des NFT déjà à plusieurs milliers de dollars. En plus de ça ils sont plutôt volatiles et pire que ça, généralement une fois que l'airdrop est passé, eh bien les prix de ces NFT là peuvent largement baisser. Je pense par exemple aux Tensorian qui ont eu un prix divisé par 5 suite à l'airdrop numéro 1 de Tensor. Alors effectivement l'airdrop a compensé pour la majorité mais pour certaines personnes ce n'était pas le cas. En général les NFT qui sont sélectionnés ce sont ceux qui ont des grosses communautés et qui sont en rapport avec l'airdrop. Par exemple pour Wormhole ils avaient pris en compte Mad Lads qui est une des plus grosses communautés NFT sur Solana. Sachant que Wormhole ça relie particulièrement Solana et EVM, bah c'est assez logique finalement. On a également les Pudgy Penguins qui ressortent assez souvent. Ça a été utilisé pour l'airdrop de Layer 0 mais l'allocation qu'ils ont eu était vraiment décevante. Et il y a aussi une collection qui est en train de monter en ce moment qui s'appelle les Celestine Sloths, qui sont du coup des NFT sous la forme de paresseux et qui sont particulièrement mis en avant dans l'écosystème
l'écosystème de Celestia. Donc tout ce qui est modulaire pourrait, pourquoi pas, venir leur décerner un airdrop. J'ai pas spécialement de tips à donner ici dans cette catégorie-là, car ce n'est pas spécialement quelque chose que je joue. Cependant, si ça t'intéresse, il y a vraiment quelque chose à creuser, et je pense qu'il y a des arbitrages à faire à ce niveau-là. J'en profite encore une fois pour le rappeler, c'est largement plus risqué que de simplement jouer des airdrops de façon assez classique. Car ici, tu dois effectivement acheter un NFT, et au moment là où tu souhaites le revendre, eh bien c'est possible que sa valeur soit largement diminuée. Chose qui a quand même moins de chances d'arriver avec de l'Ether ou encore des stablecoins par exemple. Maintenant, ça peut également être l'inverse, et le prix du NFT peut également monter. Et finalement, on arrive sur un nouveau critère, ou plutôt des nouveaux critères qu'on commence à voir de plus en plus, qui concernent notamment l'activité sociale. Celui-là, je suis sûr que tu le voyais pas venir parce qu'on est sur la blockchain et qu'on traque absolument tout sur la blockchain. Mais depuis peu, tu as certains projets qui se disent que ce serait peut-être pas déconnant de venir récompenser les gens qui ont de l'activité sur leur serveur Discord, ou alors qui ont fait des tweets en rapport avec le projet, de la création de contenu, etc. C'est un truc qui commence vraiment à faire surface et qu'on commence à voir de plus en plus, par exemple avec Sanctum qui a vraiment 50% de son airdrop qui est associé à ça. Ils appellent ça l'earnestness et c'est tout simplement l'activité sur Discord plus des posts sur Twitter en rapport avec Sanctum. Et pas juste des posts airdrop random, mais bien des posts qui expliquent comment le projet fonctionne, son objectif, etc. On a également une partie de l'airdrop de Layer 0 qui sera mis en place de cette façon-là avec différents rôles sur Discord. Pour le coup, c'est pas encore distribué pour Layer 0, donc si jamais t'as envie de grind le Discord de Layer 0, il y a peut-être un truc à faire. Et on a également Wormhole qui l'a fait, mais d'une façon un petit peu différente et qu'on retrouve de temps en temps aussi, c'est de venir distribuer son airdrop à des membres phares de différentes communautés qui sont en rapport avec ton projet. Par exemple, Wormhole a décerné un airdrop aux personnes qui avaient des rôles sur Monad, qui du coup était un autre serveur Discord d'un autre projet. Ce qui paraît assez bizarre, mais finalement fait un petit peu de marketing des deux côtés, car les gens qui sont actifs sur Monad vont découvrir Wormhole de cette façon, et ensuite il y a de très bonnes chances que Monad rende l'appareil pour les membres de la communauté de Wormhole. C'est généralement gagnant-gagnant ce type d'opération. Jouer ce genre d'airdrop ne demande pas de capital, mais demande beaucoup de temps. Dans cette catégorie, j'en vois vraiment deux. Le principal, c'est évidemment Monad, projet extrêmement hypé avec une communauté qui est assez forte, qui suit le projet largement derrière. Pour te dire, ils ont même pas encore de testnet et pourtant la communauté est déjà à fond derrière. Bon, c'est très certainement parce qu'une grande partie des gens attendent des récompenses en fonction de leur rôle sur le Discord, certes, mais c'est également assez rare de voir un engouement aussi fort et ce, aussitôt dans le développement d'un projet. Sachant qu'ils n'ont même pas encore de testnet et que le mainnet est prévu, disons, fin d'année, début d'année prochaine. Si tu as beaucoup de temps libre, à mon avis, c'est vraiment un play à surveiller. Et ensuite, on a Redstone, l'oracle et pas Redstone, la blockchain. Sur celui-ci également, tu peux choper différents rôles via leur quête sur Zilli et également des points en fonction de ton activité sur le Discord. Pareil, c'est également quelque chose qui pourrait être intéressant si tu as du temps à allouer à la tâche. Je veux dire, c'est un petit peu un rêve de gamin d'être payé pour discuter avec des gens sur Discord. D'autant plus quand tu tombes sur des gens intéressants et que les sujets sont sympathiques. Ça, c'est donc un critère qui commence à revenir de plus en plus et donc je ne peux que te recommander d'avoir un minimum d'activité sur les Discord des projets sur lesquels tu es actif. Qui sait, un jour peut-être que la cinquantaine de messages que tu as envoyés pour poser des questions, pour faire du feedback, etc. sera utile. Maintenant qu'on a vu à peu près tous les types d'airdrops que tu peux trouver et comment les jouer, la question c'est comment est-ce que tu peux les trouver par toi-même et surtout comment est-ce que tu peux être sûr qu'ils sont intéressants ou pas. Parce que c'est très facile de se balader sur Twitter et de faire confiance au premier venu, mais c'est très rarement une bonne idée. Pour ça, moi j'ai l'habitude d'utiliser un site qui s'appelle Crypto Fundraising. C'est tout simplement un site qui traque 95% des levées de fonds en crypto et qui permet donc de savoir que tel projet a levé telle somme. Ça donne également des informations concernant la date, la valorisation, les investisseurs, ce que le projet fait, etc. Et avec cette base de données là, en fait, je vais regarder individuellement chaque projet qui a levé des sommes assez importantes, disons entre 20 et 100 millions. Et en faisant ça, je vais tout simplement me balader sur chaque site afin de trouver des choses intéressantes. Ça veut dire sur chaque projet, regarder son stade d'avancement, regarder s'il y a des actions qu'on peut déjà faire aujourd'hui, si le projet est sur mainnet, si le projet est en testnet, si aujourd'hui il y a déjà un Discord, etc. S'il y a peut-être un modèle à points qui existe, des rôles à choper sur le Discord ou d'autres choses. Regardez s'il y a de l'attraction, si c'est pas encore trop connu, si c'est facile de se positionner, etc. En deux mots, vraiment faire des recherches assez intensives sur chaque projet que tu vas retrouver dans cette liste de projets qui ont levé entre 20 et 100 millions de dollars. Généralement, pour qu'un projet lève autant, il faut déjà qu'il soit particulièrement intéressant. En faisant ça, tu vas trouver des plays qui sont largement différents de ce que tu peux trouver sur Crypto Twitter, tout simplement car sur le Crypto Twitter, ça a tendance à partager tout ce qui va avoir des liens référés, et également ce qui est vraiment très gros et ce qui est un petit peu un play consensus. Je veux dire, si tu te balades un petit peu sur le Crypto Twitter, tu verras qu'en ce moment ça parle beaucoup de scroll, tu verras qu'en ce moment ça parle beaucoup d'hyperlane. Il y a certains projets qui reviennent absolument tout le temps, et si tu veux te différencier, eh bien c'est pas en jouant les mêmes plays que tout le monde, mais c'est en trouvant tes propres plays. Pour ça, à mon avis, aujourd'hui, la meilleure façon de faire, c'est vraiment de faire tes propres recherches via des sites comme Crypto Fundraising. Il y en a d'autres, mais de mon côté, c'est vraiment celui-là que j'utilise tout le temps, et de rechercher individuellement pour chaque projet si ça peut être intéressant de se positionner ou pas. Évidemment, si cette vidéo c'est la première fois que tu entends parler d'airdrop, bah c'est pas très pertinent parce que tu vas avoir absolument aucune idée de quoi chercher. Et je vais te le dire, avec le temps, c'est vraiment quelque chose qu'on commence à faire plus avec le feeling qu'avec véritablement des données derrière. On va par exemple bien sentir une vision, aller discuter avec les fondateurs, etc.,
regarder si ça passe bien, si les gens sont actifs déjà juste sur le Discord, etc. Plein de petits critères comme ça qui vont faire que je vais plus avoir tendance à me positionner sur un projet qu'un autre. Parce que rappelons-le, hein, le crypto Twitter, c'est pas du tout la source de toute vérité dans le monde. Au contraire, c'est largement inspiré de ce qui se fait sur le crypto Twitter anglophone. Je te dirais donc, si tu veux vraiment passer le next level, c'est de faire tes propres recherches, de trouver tes propres airdrops, quitte à les jouer, même si absolument personne n'en parle. Tu pourrais bien être surpris des résultats à ce niveau-là. Ensuite, une autre question qui revient souvent, c'est de savoir si un airdrop va payer ou pas. Alors déjà, si un projet va faire un airdrop ou pas, ça malheureusement on n'a pas l'information, on peut juste utiliser notre meilleur sens de la déduction pour avoir une bonne idée. Généralement les projets de Layer 2 vont avoir un jeton après 1-2 ans d'existence en mainnet. Très souvent il n'y a rien à la sortie du testnet et donc ça ne sert pas spécialement de venir les farmer, à moins que le jeton du projet sera utilisé pour payer les frais de transaction. Sinon les projets qui ont tendance à faire des airdrops quasiment à chaque fois, ce sont les Layer 1 qui lancent, et ce pour une raison très simple, c'est que pour pouvoir venir utiliser le projet, eh bien il faut du jeton, car oui c'est le jeton du projet qui est utilisé pour payer les frais de transaction. C'est donc plutôt logique de venir le récompenser aux utilisateurs qui sont passés par le testnet, ou alors qui ont des expériences similaires à ce que tu souhaites proposer directement sur mainnet. C'est typiquement ce qu'a fait un Celestia ou alors un Dimension par exemple en cherchant des gros utilisateurs de la DeFi. Maintenant que tu sais à peu près quel type de projet va faire un airdrop, la question c'est est-ce que celui-ci va être payant ou pas. Il y a une équation qui est très simple qui permet de le savoir, il suffit tout simplement de prendre la somme à distribuer, de la diviser par le nombre d'utilisateurs éligibles, et tu as la somme totale qui sera distribuée en moyenne par utilisateur. Ce qu'on cherche donc c'est des airdrops qui distribuent beaucoup d'argent et ce à peu d'utilisateurs. Un airdrop qui distribue beaucoup d'argent, c'est généralement un airdrop qui a levé des fonds assez importants, donc généralement dans cette zone de plus de 20 millions de fonds levés. Et un airdrop qui distribue à peu de personnes, c'est un airdrop sur lequel il y a peu de gens qui sont positionnés. Pour ça, tu peux donc t'amuser à chercher les métriques des différents projets, regarder combien d'utilisateurs il y a d'actifs dessus. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire assez facilement via les différents explorers de chaque blockchain par exemple. Je te l'ai dit en début de vidéo, oui, ça paraît super facile de chasser les airdrops. En réalité, quand on commence à creuser, tu te rends compte que c'est de plus en plus complexe. C'est d'ailleurs quelque chose qui me plaît beaucoup, car on apprend énormément avec ce genre d'activité. Encore une fois, ici, c'est absolument pas une science exacte, et ce n'est pas parce que tel projet a levé tant et qu'il y avait tant d'utilisateurs qu'il va redistribuer une certaine somme. Les projets sont évidemment libres de distribuer le pourcentage d'airdrop qu'ils veulent, et également de le faire au nombre d'utilisateurs qu'ils le souhaitent. Par contre, c'est vraiment une tendance à garder en tête. Tu vises un airdrop qui a beaucoup à distribuer, et ce, à peu de personnes. Pour aller plus loin dans ce concept, on peut parler de ce qu'on appelle la friction. C'est-à-dire que plus c'est difficile de se positionner sur un airdrop, plus celui-ci va avoir tendance à être intéressant. Par exemple, l'airdrop de Wormhole qui était particulièrement intéressant pour vraiment très peu d'activité, tout simplement car il y avait une friction absolument énorme sur l'utilisation de Wormhole. On parle d'une infrastructure de bridge qui est complexe à utiliser et qui, à l'inverse de beaucoup de bridges actuels, demande de faire plusieurs transactions pour venir récupérer tes fonds. Il n'y a tout simplement pas beaucoup de projets qui utilisent Wormhole et les seuls projets qui l'utilisent sont plutôt cryptiques, j'ai envie de dire. Le fonctionnement de celui-ci était globalement difficile à comprendre et c'était très facile de perdre des fonds dessus si on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Suite à ça, Wormhole a fait un airdrop, il a récompensé des gens qui avaient vraiment très peu d'activité sur le bridge et effectivement ça pouvait être particulièrement intéressant, d'autant plus qu'il est sorti à une valorisation vraiment délirante. Alors voilà maintenant deux exemples d'airdrop avec énormément de friction. Le premier c'est Hyperlane qui fonctionne un petit peu comme un Wormhole même s'il est un petit peu plus simple d'utilisation. Je pense particulièrement aux transactions entre l'écosystème Cosmos et l'écosystème EVM où effectivement il faut avoir accès à deux wallets différents, faut utiliser une interface qui est pas si évidente que ça à comprendre. Il y a certes moins de friction que sur Wormhole mais ça reste quand même un play qui me paraît assez intéressant de ce niveau-là. D'autant plus que je pense qu'ils vont favoriser les transactions entre Cosmos et EVM plutôt qu'entre EVM et EVM. Et ensuite on a Optimism 5 avec la Superchain qui à mon avis va demander d'aller sur plein de blockchains différentes. Et pour le coup certaines sont vraiment très niches, demandent pas mal de connaissances pour débarquer dessus et pour faire des transactions, ce qui rajoute énormément de friction par rapport à un airdrop classique à la Arbitrum là où il suffisait de faire quelques transactions sur une blockchain qui était relativement bien desservie. Globalement si un projet a levé beaucoup de fonds et que c'est compliqué d'utiliser celui-ci, c'est généralement un bon play d'essayer de se positionner dessus. Parlons maintenant de certains secrets, de certaines connaissances que tu vas choper avec le temps et qui ne feront peut-être pas sens là maintenant tout de suite. Dans un premier temps, c'est que l'expérimentation est reine. Tu ne peux pas devenir chasseur d'airdrop sans faire des transactions. Ça sert à rien de juste regarder des dizaines de vidéos sur YouTube, de regarder des guides, etc. Si à côté de ça tu n'es pas actif, tu ne fais pas de transactions, etc. Vraiment c'est très important, la chasse aux airdrops c'est quelque chose qui se pratique. J'insiste là-dessus parce que vraiment tous les jours je vois des gens qui regardent des dizaines de vidéos et qui s'étonnent de pas être éligibles aux airdrops. Ben oui, le secret c'est d'être actif. De la même façon que lire des dizaines de livres sur la finance ne va pas te rendre riche, et ben là c'est exactement pareil. Comme mentionné tout à l'heure, si tu veux passer au next level, c'est vraiment important de faire tes propres recherches et de te positionner sur des airdrops que tu ne vois pas mentionnés sur Twitter ou YouTube ou n'importe quelle autre plateforme qui aujourd'hui est globalement mainstream. C'est très clairement là que tu trouveras les airdrops les plus intéressants. Comme pour le marché des cryptos, il y a un marché des airdrops. Et ça c'est un petit peu comme pour tout, c'est vraiment l'offre et la demande. S'il y a énormément de chasseurs sur un projet, l'airdrop ne sera certainement pas intéressant.
intéressant. A l'inverse, s'il y a un projet qui a une bonne chance de bien se valoriser et qu'il n'y a pas tant de monde que ça dessus, là l'airdrop pourrait être largement plus intéressant. Ton objectif c'est donc de trouver des inefficiences au niveau du marché et de venir les combler avec tes compétences que tu vas acquérir en chassant les airdrops. C'est une phrase compliquée pour simplement dire qu'il faut savoir saisir les opportunités. Les airdrops c'est un jeu des grands nombres et il faut savoir en jouer suffisamment pour rentrer dans tes coups. Tu vas très vite te rendre compte que certains airdrops vont payer largement plus que d'autres et que juste être éligible à un gros airdrop sur la dizaine que tu chasses, eh bien ça peut te permettre de rentrer dans tes coups et d'être rentable, voire même très rentable. On est dans un domaine qui a des tendances exponentielles et donc pas du tout linéaires. Ensuite, c'est faire preuve de persistance et ne pas se décourager. C'est vraiment quelque chose de très classique de ne pas être éligible à un airdrop dans tes 6 ou 12 premiers mois. Que ce soit parce que ton wallet n'a pas vraiment d'ancienneté ou juste que tu n'as pas les connaissances nécessaires pour te positionner sur la majorité des airdrops, c'est vraiment un énorme classique et il ne faut pas se décourager si rien ne se passe pendant cette période-là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui abandonne dans cette période et moi et les chasseurs ça nous arrange. Et si tu souhaites effectivement percer dans ce game, eh bien il va falloir se sortir les doigts et il va falloir faire les choses. Je sais que quand tu commences ça peut paraître assez compliqué à croire, mais en réalité au bout d'un moment c'est quelque chose qui devient plus un hobby qu'autre chose. Vraiment chasser des airdrops c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Déplacer des fonds à droite à gauche, regarder, comparer, etc. Apprendre de nouvelles choses sur des projets qui sortent juste de terre. Hormis au tout début là où tu as vraiment l'impression d'être largué, au bout d'un moment c'est une expérience qui est globalement satisfaisante à réaliser. Et je te le dis, hein, il y a de très bonnes chances que si tu ne prends pas un minimum de plaisir à faire ça, eh bien tu risques de quitter très vite et donc de passer à côté de tout ça. Et finalement quand tu commences à dépasser un certain niveau en compétences et en fonds disponibles, eh bien c'est vraiment pas déconnant de créer plusieurs wallets afin de te positionner de différentes façons sur différents projets. Ça te permet encore une fois de venir diversifier tes activités, d'avoir des wallets qui sont plus ou moins récents avec plus ou moins d'activités et donc d'être prêt pour toutes les éventualités des différents airdrops. Et voilà, bien joué à toi car tu es arrivé tout au bout de la vidéo. Je tiens juste à te féliciter car c'est pas le cas de grand monde et les gens perdent patience très vite aujourd'hui. D'autant plus quand il n'y a pas 50 animations à la seconde et que c'est juste un bonhomme qui te parle et qui raconte des choses sur un tableau blanc. Donc bien joué à toi et j'espère que tu vas mettre en pratique les différentes stratégies que je t'ai présentées ici. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu souhaites commencer à chasser les airdrops, je peux te recommander celle qui s'affiche à l'écran. C'est la suite logique et dans celle-ci je vais te présenter plein d'airdrops différents que tu peux chasser et exactement comment aller les chasser. Voilà, je te la laisse à l'écran encore quelques secondes et sur ce je te dis à plus, on se retrouve directement dans celle-ci. Ciao.